Alors, aujourd'hui, on va parler nouveaux services en copropriété. On est dans le cycle de conférences copropriété qui est co-organisé, merci Annette d'être avec nous, co-organisé avec l'Agence parisienne du climat. Vous voyez, on a déjà eu 3 conférences. Merci aux partenaires qui ont participé à co-organiser cette conférence. Effectivement, voilà, un petit trombinoscope avec vous qui êtes présente également pour cette conférence. Alors, peut-être on peut commencer par faire un petit tour de table de présentation, si ça vous va. Qui vous êtes, qui vous représentez. Peut-être Annette, on vous laisse effectivement, Annette Cochard, la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Annette Cochard, je travaille à l'Agence parisienne du climat. Et au sein de cette agence, je suis la conseillère du 13e arrondissement. Donc on est une vingtaine de conseillers répartis par arrondissement. Et donc mon rôle est d'accompagner les copropriétés dans leurs projets. Voilà, merci Annette. Ensuite, Bastien, allez. Bonjour à tous, donc moi je suis Bastien Batte, je suis le directeur général de Bornes Recherche Service. Bornes Recherche Service est une société spécialisée dans la mise à disposition de solutions de recharge pour l'habitat collectif. Eric. Bonjour à tous. Alors, le micro n'est pas ouvert. Bonjour à tous, Eric Balèche, donc je suis le directeur commercial de la société Spebi. Spebi, c'est une entreprise du bâtiment spécialisée en rénovation énergétique, donc qui emmène avec lui un maximum de l'eau. Voilà, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouveau, et donc nous avons un service méthode qui est à la pointe pour pouvoir donner ces possibilités à tous les copropriétaires. Merci. Giovanni, ensuite. Bonjour à tous. Donc Giovanni Monti, je dirige l'entreprise Fulgoni, entreprise spécialisée dans le CVC, chauffage, ventilation, climatisation. On est 55 personnes en région parisienne essentiellement et on participe aussi très étroitement avec la FFB, avec la PC pour justement apporter notre expérience sur l'efficacité énergétique. Voilà, merci pour ce premier tour de table. Alors, on avait dit, Annette, en préparant cette conférence, que vous pourriez commencer. Alors, on a des petites présentations, cher public, donc vous pouvez également poser des questions pendant un temps de questions-réponses en fin de conférence. On a des petites présentations et puis on rebondira sur chacune des présentations. Je vous passe cette petite zapette. Et peut-être, ce qu'on avait dit, c'est peut-être les étapes de projet de rénovation, hein, de rappeler ces différentes étapes et puis les services que propose l'Agence parisienne du climat autour de cette rénovation globale. Parce qu'on parle Exactement. plus de rénovation globale. Oui, tout à fait. Je vais préciser ce que c'est qu'une rénovation globale. Et oui, d'abord, vous présenter les étapes d'un projet. Alors, un petit mot sur l'agence pour laquelle je travaille. Donc, c'est une association qui a été créée en 2011 par la ville de Paris, avec le soutien de l'ADEME, pour œuvrer dans la transition énergétique de Paris. Donc, notre association accompagne les Parisiens dans leur transition. Et nous faisons partie du réseau France Rénov'. Donc c'est un réseau national qui est un service public d'information et de conseil sur la rénovation énergétique. Donc notre agence intervient à l'échelle du territoire de Paris. Là, vous avez la carte à l'échelle de la métropole du Grand Paris et vous avez 7 autres structures qui font le même travail que nous à l'échelle de la métropole. Et vous avez aussi d'autres structures partout sur le territoire national. Ces différentes structures utilisent toutes la même plateforme qui s'appelle Coach CoPro, qui est dédiée à l'accompagnement des projets de copropriété, principalement des projets de rénovation énergétique, mais il peut y avoir d'autres projets qui se greffent à celui-ci, on pourra en parler. Donc Coach CoPro, ça permet d'abord d'avoir un accompagnement personnalisé, noté gratuit dans son projet. Donc comme je disais, on est sectorisé. Et donc, quand un copropriétaire ou un gestionnaire s'inscrit sur Coach CoPro, il est ensuite mis en relation avec le conseiller de son territoire. Ensuite, ce conseiller pourra orienter la copropriété vers des professionnels en fonction de son projet. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un annuaire que vous voyez à l'écran, qui va réunir plus de 500 professionnels, donc que ce soit des architectes, des bureaux d'études thermiques, des entreprises de travaux. Voilà, on a une variété de professionnels. Vous allez aussi retrouver sur Coach CoPro un centre de ressources, donc avec de la documentation sur le sujet de la rénovation
sur le sujet de comment on gère une copropriété, entre autres. Et en vous inscrivant sur Coach CoPro, vous allez aussi avoir accès à tous nos événements, donc que ce soit des webinaires ou des événements en présentiel. Comment on fait là d'ailleurs Pour les événements? Oui, par exemple. Voilà. Après, nous, on relaye aussi divers événements sur Coach CoPro, pas que à l'initiative des agences locales de l'énergie comme l'APC. Juste une question sur la sélection des professionnels, parce que c'est souvent une question là sur les services. Hein, c'est les particuliers se disent tiens, j'ai un besoin, les copropriétaires. Comment vous sélectionnez les professionnels et comment vous assurez que la personne qui va être référencée est une personne de qualité ou avec des signes de qualité? Alors déjà, nous, on a défini des activités qu'on souhaitait renseigner sur notre annuaire en fonction des besoins des copropriétés. Donc c'est un annuaire principalement dédié à la rénovation énergétique. Et donc on a cette liste d'activités. Et donc déjà, il faut que le professionnel soit dans le domaine d'activité qu'on met en avant sur l'annuaire. Et ensuite, pour chacun des types de professionnels, on a défini des critères d'affiliation. Donc par exemple, pour un architecte, il faut qu'il soit inscrit à l'ordre des architectes. Voilà, on a donc ce travail de vérification qu'on fait au moment de l'affiliation. Et après, y a des professionnels qui vont être plus ou moins actifs sur l'annuaire. Et donc, on va pouvoir mettre en avant les professionnels qui ont œuvré dans des projets de copropriété. Et donc, ils vont être plus mis en avant sur l'annuaire et donc favoriser la remise en relation avec les copropriétés. Oui, finalement, les professionnels dont vous avez des retours d'expérience concrètes. C'est ça. Après, on a des retours d'expérience qu'on met en avant et... ensuite, comme ça, les copropriétaires peuvent plus facilement faire leur choix en fonction des projets réalisés. Très bien, merci Annette. Alors, donc les étapes d'un projet, on distingue 3 grandes phases dans un projet de rénovation énergétique. Donc la première, c'est celle du diagnostic technique global. Ensuite, on a la conception du projet, puis la phase de travaux. Donc sur la première phase de préparation et de diagnostic technique global, il faut au minimum compter 6 mois. Donc on a d'abord cette première AG du choix du professionnel pour réaliser ce diagnostic. Et ensuite, il y a la réalisation de l'étude. Et puis, à la fin de cette étude, les professionnels vont présenter les scénarios de travaux, au moins 2 scénarios de travaux possibles sur le bâtiment. Et si la copropriété décide de s'orienter vers un de ces projets de travaux, elle va ensuite voter à la prochaine Assemblée générale une mission de maîtrise d'œuvre, donc pour concevoir le projet, soit avec les professionnels qui avaient réalisé le DTG, soit à ce moment-là, elle les met en concurrence et elle peut en choisir un autre. En même temps que la maîtrise d'œuvre, elle va voter ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va s'occuper de la partie financement du projet. Sur la conception, en moyenne, ça prend à peu près 10 mois. Donc il y a toutes les études préalables au projet, puis la consultation des entreprises de travaux, donc, qui est réalisée par la maîtrise d'œuvre. Et ensuite, on a cet AG de vote des travaux sur la base des devis qui ont été sélectionnés par l'architecte. Enfin, en tout cas, recueillis par l'architecte. Et puis enfin, on a la phase de travaux, durant laquelle le maître d'œuvre assure un suivi des travaux. Voilà, donc 3 grandes phases. Ça, c'est plusieurs années finalement, quand on regarde ce planning-là. On se rend compte. Donc c'est plusieurs années de travail. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est aussi, là on parle de nouveaux services, on va parler IRVE, on va parler chaufferie connectée, puis effectivement, comment est-ce qu'on il faut intégrer ces services au moment de ce projet, parce que sinon après c'est difficile de revenir dessus. Disons que la phase de conception, elle sert à définir le projet. Il peut encore évoluer durant cette phase. Après, l'idée, c'est évidemment, dès le diagnostic technique global, de se questionner sur les envies de la copropriété. Dans le cadre du DTG, vous avez une enquête qui est réalisée, donc un questionnaire qui est remis à tous les copropriétaires et occupants. Et donc, c'est aussi l'occasion d'adapter les questions en fonction de sujets qui auraient été identifiés. Donc, par exemple, les bornes de recharge électrique, voire la proportion de copropriétaires qui seraient intéressés par ce projet éventuel.
Donc voilà, toujours intéressant de se questionner dès le départ, et c'est aussi le rôle des conseillers de l'Agence parisienne du climat à Paris, d'un peu aller creuser les envies des copropriétaires. Bastien, là je vous pose une question, si on loupe cette étape lors de on va donner le micro à Bastien, cette étape lors de la rénovation globale, est-ce qu'on peut faire le projet d'IRVE plus tard ou il faut qu'il rentre en même temps qu'un projet de rénovation globale? Alors, il peut venir plus tard, parce que le sujet de l'IRVE peut ne pas forcément avoir le même niveau de maturité ou de compréhension au sein des résidents. C'est pas forcément intuitif pour eux de dire je vais faire une isolation par extérieur et en profiter aussi pour faire un autre chantier. Des fois, c'est le cas. Ça peut venir après, mais d'une certaine manière, les phases sont assez similaires à ce que tu as déjà présenté. Il faut s'interroger sur quel est le projet qu'on veut faire, et c'est d'autant plus important que, on le verra un peu plus tard, les parties prenantes sur un projet RVE, il y en a globalement 3, le conseil syndical, le syndic et puis le résident, et ces trois personnes ont des besoins qui sont différents. Donc il faut absolument qu'il y ait cette réflexion avant de choisir la solution qui finalement est celle qui est la meilleure pour ces trois groupes. Voilà, donc on n'est pas obligé de le faire on n'est pas obligé de le faire dans un projet de rénovation globale. Et Giovanni, alors sur même une question sur la partie chaufferie, est-ce que la chaufferie on le fait forcément dans un projet de rénovation globale ou et là on va parler de pilotage, ou on peut le faire à un autre moment que sur un projet de rénovation globale? C'est quoi la préconisation que vous feriez? Il faut tenir compte de 2 sujets, c'est-à-dire que si on le fait en amont d'une isolation, on risque de se tromper sur la puissance du générateur, parce que le bâtiment va être calculé en fonction de l'existant et non pas du futur, alors que si on isole un bâtiment, on peut diminuer la puissance d'un générateur, parce que voilà, la solution serait plus performante a posteriori qu'en amont. Mais après, c'est des questions de budget, c'est des questions d'urgence aussi. Ouais. Donc on va dire que la chaufferie, effectivement, on peut être plus en phase dans un projet de rénovation globale, ça sera plus cohérent, me semble-t-il. Alors, on va continuer, Annette, alors sur ce sujet. Donc là, on voit que ça prend plusieurs années, mais et ça, maintenant le public commence à connaître ces schémas qu'on fait avec les différentes assemblées générales. Voilà, et après, en fait, cette frise, c'est celle d'un projet de rénovation globale. Donc, on essaye de ne pas dissocier la question de l'isolation de celle du chauffage. Après, bien sûr, sur les sujets un peu annexes, comme les bornes de recharge électrique ou par exemple la pose de panneaux solaires, on va pouvoir reprendre un accompagnement ensuite si les copropriétés n'avaient pas tout envisagé dès le départ. Ça, c'est pas gênant. Oui, donc pour chacune de ces phases que vous voyez, à chaque fois, il y a des subventions qui existent, qui vont pouvoir être mobilisées par les copropriétés, donc que ce soit des aides locales ou nationales. Donc sur la première phase du diagnostic technique global, c'est une aide de 5 000 € qu'on a à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Donc à Paris, c'est la ville de Paris qui verse cette subvention, ailleurs c'est la métropole. Il y a 3 conditions à chaque fois. Donc, il faut que la copropriété soit inscrite sur Coach Copro. Donc, inscription réalisée soit par un copropriétaire, soit par son gestionnaire. Il faut faire appel à un professionnel inscrit sur notre annuaire. Et il faut que le devis soit conforme à notre référentiel. Et du coup, là, c'est le rôle des conseillers à chaque fois de relire les devis et de s'assurer que cette condition est bien remplie. Vous avez ensuite, sur la phase de conception, un chèque de la métropole du Grand Paris, donc de 10 000 €. Donc on appelle le chèque maîtrise d'œuvre. Donc c'est 10 000 € pour la plupart des copropriétés, sauf pour les plus petites de moins de 5 lots d'habitation, où là c'est 2 000 fois le nombre de lots. Les conditions sont à peu près les mêmes. Il faut être inscrit sur Coach Copro, immatriculé au registre national des copropriétés et être achevé depuis plus de 15 ans. Et surtout, il faut être sur une démarche de rénovation globale. Donc, ils ont fixé un seuil à 35% de gain énergétique, qui est le même seuil que pour une des autres subventions aux travaux dont je parlerai juste après. Mais c'est surtout cette condition-là qui va être un peu plus contraignante pour les copropriétés. Et encore une fois, il faut que le devis du maître d'œuvre soit conforme à un cahier des charges.
Avant de parler des aides aux travaux, donc un petit point sur les travaux subventionnables. Donc, comme on le disait depuis tout à l'heure, l'idée c'est d'être sur une rénovation globale si on veut maximiser les aides mobilisables, mais aussi donc limiter le nombre d'interventions sur le bâtiment et ainsi réaliser des économies d'échelle pour la copropriété. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un schéma issu du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus de la ville, qui illustre donc toutes les interventions possibles, donc que ce soit donc les travaux d'isolation des façades, des menuiseries, de la toiture, des interventions sur les systèmes, donc de chauffage, de chaude sanitaire et de ventilation. Et ensuite, on va pouvoir aussi intégrer des sujets sur le confort d'été, donc avec des travaux de désimperméabilisation, de végétalisation, l'installation de stores pour se protéger. Voilà. Il peut y avoir tout un tas de projets annexes à la rénovation énergétique. Donc, quand on est dans le cadre d'une rénovation globale, on peut mobiliser 2 grands dispositifs. Donc, d'abord, on a MaPrimeRénov' copropriété, donc qui est valable à l'échelle nationale. Ça couvre 25% du coût des travaux hors taxes, avec un plafond de 6 250 € par logement. Et comme je le disais juste avant, une des conditions, c'est d'être sur un projet avec au moins 35% de gains énergétiques. Donc pour atteindre ce niveau-là de performance, ça implique forcément d'avoir plusieurs postes de travaux dans le projet. On ne peut pas l'atteindre avec juste un geste de travaux. Il faut aussi que la copropriété soit accompagnée par une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc un AMO. À Paris, on a en plus un autre dispositif qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus. C'est à la fois un dispositif qui prévoit un accompagnement, donc vous avez en fait une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite à disposition des copropriétés qui le souhaitent, et vous avez aussi donc, un financement de travaux. Et là, c'est une aide qu'on appelle performantielle parce qu'elle va dépendre du gain énergétique du projet. Donc le seuil le plus bas, c'est 15% de gain énergétique pour intégrer le dispositif. Et ensuite, le taux d'aide, il va varier de 10 à 35%. Ces 2 dispositifs sont bien sûr cumulables et on va pouvoir ensuite ajouter 3 dispositifs qui sont aussi accessibles hors rénovation globale. Donc on a les certificats d'économie d'énergie, qui est une aide versée par les fournisseurs d'énergie. Donc un syndic peut en faire la demande auprès d'un fournisseur pour donc, par exemple un seul poste de travaux. On a la TVA à taux réduit, donc qui est à 5,5 et qui est appliquée directement sur les devis de travaux. Et on a la possibilité pour une copropriété de mobiliser un éco-prêt à taux zéro. Il suffit pour ça qu'il y ait seulement 2 copropriétaires intéressés. Et la simple recommandation, c'est que comme on peut mobiliser qu'un seul éco-prêt à taux zéro par copropriété, c'est plus intéressant en tout cas de le retenir pour un projet global, puisqu'après sinon on risque d'être bloqué si on s'en sert juste pour un seul poste de travaux. Voilà, merci pour ces dispositifs. Donc on voit que en termes de nouveaux services, là j'en voyais un qui était marqué, mais ils ne sont pas tous listés d'ailleurs, parce qu'on en a parlé sur les travaux. Là on n'a pas besoin de le petit schéma, on n'a pas besoin de remettre le schéma. Okay. Si vous ou Benjamin veut le remettre, alors peut-être ce petit schéma, mais c'est écrit un peu petit, puisqu'on parle de nouveaux services, mais la végétalisation c'est un nouveau service. Le nouveau service c'est pas forcément technologique, Annette. Non, au sens où je l'entends, non, c'est tout ce qui peut, tout projet que peut avoir une copropriété et pour lequel nous on peut proposer un accompagnement. Donc ça peut aller juste du conseil et de l'information jusqu'à de l'orientation vers des dispositifs de financement. Oui. Et on parlait aussi, là, ce qu'on voit pas là-dessus, c'est que vous avez aussi maintenant des copropriétés qui demandent du photovoltaïque, ce qu'on appelle ça l'acronyme le PV. Et donc on installe aujourd'hui sur Paris des panneaux photovoltaïques ? On en installe. Pour l'instant, c'est réservé qu'aux toitures plates. Donc on a parfois des demandes de copropriétés qui ont une toiture zinc, mais ça pose pas mal de contraintes. Enfin, déjà, il faut que l'orientation soit bonne, que le poids de la toiture puisse le supporter. Mais c'est surtout qu'on va être bloqué ensuite pour avoir les autorisations d'urbanisme. Donc pour le moment, c'est vraiment uniquement pour les toitures plates. Donc il y a eu des projets qui ont été faits sur Paris. On a quelques exemples de réalisation, oui. Et on peut donc finalement les copropriétaires qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir aller voir ça sur votre plateforme.
Exactement. Ouais. Sur la plateforme Coach CoPro, vous avez des fiches de projets de copropriété rénovées et ensuite on peut filtrer par particularité du projet et donc cibler direct par exemple sur les photovoltaïques. Allez, j'en aborde d'autres, je fais un peu la liste à l'après-vert, mais il y a le vélo aussi. D'ailleurs, on aura une conférence vélo jeudi, c'est-à-dire les copropriétés demandent aussi maintenant à pouvoir stationner. Vous savez, quand c'est un gros frein pour déployer le vélo en ville, il faut pouvoir stationner le vélo chez soi, et la voiture aussi, hein, et recharger les vélos électriques. Donc ça, vous avez beaucoup de demandes de copropriétaires aussi sur le vélo ? Ça arrive, oui. C'est un peu des sujets qui émergent peu à peu. Et encore une fois, le diagnostic technique global peut être l'occasion de venir intégrer ce type de sujet. Et donc ensuite, les professionnels qui réaliseront la conception pourront identifier dans la copropriété des espaces, donc que ce soit en parking ou en surface, qui pourront accueillir un local vélo. Voilà, quand on avait fait la conférence sur le vélo, il y a des aides aussi pour installer un local vélo ou dans la copropriété. On avait parlé du compost aussi, qui est un sujet dans la copropriété. Là, je fais ce tour d'horizon. Donc, il y a aussi des obligations d'ailleurs de compost aujourd'hui. Alors oui, ça va arriver très vite en fait. C'est à partir du 1er janvier 2024 où on est censé avoir une solution pour tous les particuliers de compostage, donc que ce soit sur du ramassage, je sais pas comment, de la collecte en fait par la ville, ou alors directement sur place pouvoir composter. Voilà, donc ça c'est 2024, c'est oui, demain. Ça va arriver très vite pour nous. Dans 3 mois. Donc ça se prévoit aussi dans le DTG quand on le fait, ou tout au moins, là on peut être soumis à une réglementation. On parlait aussi de végétalisation. Là, effectivement, on a eu chaud. Ça dépend des régions, hein, mais plus ou moins chaud en août. Et donc aussi, on peut végétaliser les bâtiments de manière à ce qu'ils soient plus résilients et vis-à-vis du confort d'été. Oui, l'idée c'est d'avoir, c'est vraiment une ambition de la ville de favoriser la végétalisation à différentes échelles. Donc c'est autant pour réduire l'îlot de chaleur parisien qu'à très petite échelle pour la copropriété de pouvoir améliorer son confort. Donc remplacer sa cour par un espace végétalisé, ça peut être en toiture ou en façade. On a différentes solutions qui peuvent être amenées. Voilà, donc finalement, ce qu'on peut retenir peut-être aussi de votre présentation, c'est de dire, il y a des aides pour chacun de ces sujets, on ne les a pas présentés, là vous avez présenté les aides globales, c'est effectivement faire ce DTG, lister un peu l'ensemble des services qu'on voudrait, et puis derrière, après, monter son projet. Et donc j'en arrive sur Eric, merci Annette, mais on va continuer à discuter. Eric Balèche pour SPEBI. On voit qu'effectivement, un projet de rénovation globale, il y a plein de services. C'est un projet complexe et donc il faut de la méthode. Parce que si on part pas avec de la méthode, du coup, on oublie quelque chose en cours de route. Ça peut être l'IRVE, ça peut être le chauffage, ça peut être d'autres choses. Et puis ça coûte très cher. Oui. Ça coûte très cher à l'entreprise parce qu'en réalité... le devis, on n'y touche pas une fois que l'ordre de service a été signé. Mais c'est important que nous prenions en compte la gestion du chantier. Bon, quoi qu'il en soit, il est dans l'intérêt de tout le monde. J'ai pas Elisabeth. Quoi qu'il en soit, il est dans l'intérêt de tout le monde que le chantier soit bien organisé, surtout que nous emmenons avec nous, nous qui faisons la partie isolation thermique, échafaudage, nous emmenons avec nous l'étanchéité de toiture, la ventilation, quelquefois l'électricité. Bref, il y a une multitude de lots, donc une organisation, c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a un service méthode, mais pas que. Alors, juste rapidement, donc SPEBI, c'est une entreprise du bâtiment qui est spécialisée en rénovation énergétique. Donc, nous avons avec nous une multitude de services, d'échafaudage, des amiantages, métallerie, bardage et SAV, mais également un pôle méthode qui rentre dans le cadre de l'organisation, mais pas que. Et le sujet du jour, c'est tout ce qui est innovation, les nouveautés que l'on peut apporter. Donc ça, c'est des échanges avec le copropriétaire et le maître d'œuvre. Et donc, je vais vous en faire part. Là, voici nos qualifications. Donc, nous sommes ISO 9001, 45001, 14001, voilà, et toutes les qualifications indispensables
pour réaliser des gros travaux de rénovation énergétique. C'est ce que vous regardez, Annette, aussi, j'imagine, effectivement, que les qualifications soient présentes pour figurer sur la plateforme Coach CoPro, hein, c'est ça? Oui, oui, j'en ai pas parlé, mais pour les bureaux d'études thermiques ou les entreprises de travaux, on regarde évidemment les certifications RGE. Ouais. Voilà. Qualification qui est desservie par l'AFNOR. Voilà. Alors, on parle de RGE. En réalité, RGE, c'est la qualification la plus facile à réaliser, puisque c'est une formation en réalité. En revanche, tout ce qui est échafaudage, isolation, bardage, là, c'est quand même de la complexité. Et donc, on est testé sur les chantiers. Hein, voilà. Chiffre d'affaires, bon, bah, c'est une entreprise qui a réalisé 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et qui va faire certainement 60. Voilà. Donc, nous sommes organisés en réalité pour la rénovation énergétique. C'est un marché qui est extrêmement porteur. Et voilà. Et notamment dans notre ordre de marche, c'est le service méthode. Et service méthode, c'est l'organisation, mais pas que. Donc c'est une spécificité que nous avons, mais qui permet de surveiller différentes choses. Alors on a une veille réglementaire normative, parce qu'il arrive que quelquefois on est dans les cahiers des charges des travaux qui nous sont demandés, mais qui ne sont pas avec des produits qui ne sont pas forcément, qui ne répondent pas aux normes au moment où on est amené à réaliser les travaux. Donc on a le contrôle de tous les procédés à vie technique parce que nous sommes en responsabilité aussi, donc ça c'est important. Et les normes incendie, beaucoup de choses se passent dans les normes incendie, donc il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Et bien entendu, les nouveautés pour anticiper les innovations, puisque nous contrôlons tous les avis techniques sur les innovations. Donc voilà, formation continue, voilà, contrôle des... Voilà, donc il y a une équipe pour ça. Alors, une des nouveautés, c'est l'amélioration des conditions de sécurité. De plus en plus, on nous demande il nous est demandé, alors c'est recommandé pour l'instant, des tours d'escalier. En réalité, à partir de 5 étages sur Paris, on ne passe plus dans l'échafaudage pour monter dans les étages. On nous demande de mettre une tour d'escalier en applique. Voilà, ça c'est pour la sécurité de tout le monde. Et également, les ascenseurs monte-charge, mais ça rentre dans le code du travail, parce que notamment lorsque nous avons du bardage, des charges lourdes, on se doit d'avoir des ascenseurs monte-charge. Pas idiot d'avoir un ascenseur monte-charge quand nous avons à refaire l'étanchéité de toiture. Voilà, un vrai sujet. Jusqu'à présent, c'était pas trop regardé, mais voilà, ça fait partie des nouveautés. Ça, c'est assez récent. C'est en train de se mettre en place, mais sur des points ponctuels, et notamment sur Paris, sont deux types de mise en place de sécurité qui sont imposés, demandés. Alors, dans la réglementation incendie. Ça, c'est pas nouveau, mais juste pour rappel, lorsque nous avons du polystyrène, nous devons mettre en place des bancs de coupe-feu entre chaque étage. Ça, c'est la norme existante. Des bancs de coupe-feu qui sont en laine de roche pour éviter la propagation des flammes et de la fumée d'un étage à l'autre. Voilà, et donc ce sont des barrières coupe-feu. De plus en plus, il y a un rototo avec... Voilà. Et donc, on se doit de faire, nous, ce qu'on appelle des plans de calpinage. Ensuite, une fois qu'on sait qu'on a des bandes de recoupement, donc c'est un travail de 2-3 jours qui est justement fait par le service méthode pour calculer au juste le nombre de panneaux. C'est les animations qui sont un peu... Voilà. Et là, voilà, c'est des plans en 3D. Et ça, tout doit être fait au millimètre. On voit que c'est vraiment fait au millimètre, à 200 mm. Donc toutes les coupes doivent être faites en 3D pour une gestion des déchets, parce que ça devient un sujet également novateur. C'est que sur les chantiers, plus de déchets.
Donc pour qu'il n'y ait plus de déchets, il faut qu'on commande exactement ce dont nous avons besoin et pas plus. On ne découpe pas les panneaux sur place sur le chantier en jetant On les la découpe moitié. sur place, mais Ouais. on sait exactement le nombre de panneaux dont nous Ouais. avons besoin. Ah oui. Pas pareil. En revanche, pour les bardages, excusez-moi, je reviens. Ça, c'est vrai pour les panneaux d'isolant. En revanche, de prévoir à l'avance, ça c'est pour les panneaux de bardage. Là, on ne les coupe pas sur place. Encore qu'on peut réajuster. Mais des découpes au millimètre, c'est surtout pour l'isolant que l'on fait sur place. Alors, sur la règlement incendie, justement, on amène aujourd'hui, on avait un sujet sur les immeubles des années 70, c'est lorsque nous avons des porte-fenêtres qui se superposent les unes aux autres. Eh bien, la règle incendie, elle est un peu compliquée dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas la place de mettre un isolant de 22 cm. Donc, qu'est-ce qu'ont trouvé les services méthodes et puis les industriels? C'est de créer des coffrages en acier galvanisé à l'intérieur duquel, voilà, donc pour faire un débord, pour faire ce que l'on appelle le C+D, et donc avoir cet écart suffisant pour éviter la propagation du feu. Et donc on crée un coffrage en acier galvanisé à l'intérieur duquel il y a de la laine de roche. Et ça évite, ce qu'on n'en avait pas auparavant, la propagation des flammes. Donc là, c'est un procédé qui est très intéressant parce que en réalité, on n'a pas d'autre solution. Ensuite arrive le sujet du garde-corps. Alors, pourquoi je vous parle des garde-corps? Parce que et à la PC, le sujet doit peut-être arriver. Il y a des copropriétaires qui sont un peu embêtés parce qu'en se disant, moi, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir de l'isolation thermique parce que je vais perdre 15 cm sur mon balcon et je peux déjà à peine mettre une table et 2 chaises. Donc, du coup, moi, ça ne me convient pas trop. Donc, à savoir que jusqu'à présent, les garde-corps étaient fixés à la française, c'est-à-dire qu'on se met sur la dalle, comme vous le voyez là. Voilà, c'est la fixation classique à la française. Alors, les 15 cm, on ne peut pas trop y échapper, encore que, mais on peut les rattraper en partie en se fixant ce que l'on appelle à l'anglaise, c'est-à-dire sur le nez de dalle. Et là, on va gagner 8 cm. Quoi qu'il en soit, le garde-corps, on doit le déplacer. Oui, parce que ça pouvait être un frein pour la rénovation énergétique, c'est-à-dire que les gens perdent de la surface et donc se disent oui. OK, donc il faut leur proposer un service qui est de dire OK, le garde-corps, on va le déplacer un peu et donc ça va permettre de faire les travaux. Il y a des balcons qui sont très petits, juste la place de prendre un café à 2, et puis parce que à 15 cm près, on ne peut plus le faire. Donc moi je comprends tout à fait qu'un copropriétaire, du coup, il n'est pas envie, ils se disent moi non, je vote pas ça. Alors il y a cette possibilité de se fixer sur le nez de dalle, à la condition que la dalle fasse 12 cm. Alors, ils disent, oui, mais moi, je ne fais pas 12 cm. Voilà. Donc là, vous voyez, comme ça, voilà, c'est fixé de cette façon. Et donc là, on va récupérer une dizaine de centimètres en se fixant sur le nez de dalle. Et donc, quand ce n'est pas possible, parce qu'il manque 12 cm, on met ce qu'on appelle des sabots déportés, comme vous voyez sur la photo. Donc ça, c'est un chantier qui est à Vitry. Et donc, on fixe des sabots. Et le copropriétaire peut quand même récupérer ces 12 cm. Donc ça, c'est une véritable innovation intéressante. Alors, c'est vraiment dû à l'anglaise, mais ce n'est pas vraiment à l'anglaise. C'est un sabot déporté. Voilà. Vous connaissez ça, l'APC, ce système? Ce système-là, non, je ne connaissais pas. Voilà. Donc ça, c'est relativement innovant. Alors, SPEBI n'y est pour rien. C'est simplement, pour le coup, les industriels viennent nous voir, nous le proposent, et nous, on est amenés à en parler avec les copropriétaires ou le maître d'œuvre, parce que ça peut être un sujet bloquant, le balcon. Alors,
Vous me direz, bah ouais, mais là j'ai gagné 8 cm, comment je fais pour... j'ai pas mes 15. En fait, il faut savoir qu'il y a un autre type d'isolant qui existe, qu'on peut mettre à condition d'être... pour gagner encore 8 cm, c'est ce qu'on appelle la mousse rhénolite ou phénolite, qu'on met en fond de balcon, qui a la même résistance thermique qu'un tout autre isolant, mais simplement on a une surface bien moindre, puisque avec 6 cm, on a la résistance thermique d'un isolant de 14 cm. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Voilà, et là, on a récupéré nos 15 cm. Ouais, donc en mettant ça plus le balcon déporté... Plus le garde-corps déporté, plus un isolant plus fin. Ouais. Pour le coup, on a résolu la problématique du garde-corps. Ouais. Ça, c'est vraiment génial parce que c'est relativement récent. Il faut en profiter. Voilà, ça existe. C'est un peu plus cher, mais en réalité, dans la masse... c'est pas excessif parce que c'est le produit qui est plus cher. La mise en œuvre, elle est importante. Donc, dans la masse, c'est pas beaucoup plus cher. Faut juste y penser. Pareil, le garde-corps fixé à l'anglaise, c'est pas tellement plus cher. Hein. En fourni posé, c'est 10% plus cher. Donc un garde-corps qui va vous coûter 300 € par copropriétaire, bon bah vous payez 30 € de plus, 30-40 € de plus, et vous récupérez 9 cm. Ça vaut le coup quand même. Vu le prix du mètre carré sur Paris. Voilà, alors là, pour le coup, voilà, gain de place. Et là, c'est une résidence à Montbrison, où on a fait les deux, c'est-à-dire qu'on s'est déporté avec un garde-corps vitré, plus une mousse phénolite. Et là, ils ont tout récupéré, les copropriétaires sont ravis. Ils ont tout gagné. Parce qu'en plus, ils ont un garde-corps vitré, ça c'est aussi sympa, c'est un autre sujet, mais il y a aussi toute une panoplie de garde-corps qui sont proposés maintenant. Je rappelle que les garde-corps, de toute façon, on doit soit les déplacer, si on veut les garder, mais de toute façon, on doit les déposer, ou les changer, mais de toute façon, on doit les déposer parce qu'on doit les déporter de 15 cm. Dans les innovations, on parle beaucoup d'innovation de biosourcée. Donc, juste pour info, voilà, il y a le liège, il y a la fibre de bois qui monte en puissance et qui apporte une résistance supérieure pour la chaleur, la laine de verre, donc ça c'est également innovant. Et puis l'enduit thermo-isolant. Pour ne pas nommer, on a Fixit avec lequel on a fait un chantier. En fait, c'est des mousses aérogel. Souvent, les ABF sont bloquants sur Paris, je dis surtout sur Paris, parce qu'on dénature la façade. Et aujourd'hui, il y a un produit innovant qui s'appelle le Fixit. Vous connaissez, non? Voilà. Oui, je crois qu'ils font pas mal de lobbying auprès de l'APC. Et nous, on l'a testé, c'est intéressant. Bon, ça fait beaucoup de poussière en mise en œuvre. Ça rentre pas vraiment dans le biosourcé. Non, ça rentre pas vraiment dans le biosourcé, le Fixit. Ça rentre pas dans le biosourcé, mais c'est innovant, vous avez raison. C'est pas du biosourcé. Mais c'est des aérogels, c'est vraiment des nouvelles technologies intéressantes. Mais c'est pas du biosourcé, tout à fait. D'ailleurs, j'ai une question de Laurence qui dit comment on fait pour un immeuble haussmannien? Est-ce qu'on a des solutions maintenant, des nouveaux services qui permettent d'isoler ces immeubles haussmanniens parce que finalement, on a toujours, on sait quand on veut garder sur la rue la beauté de bâtiment, et puis alors, souvent sur la cour, on peut faire certaines choses. L'haussmannien, deux choses. D'abord, l'haussmannien, ce sont des pierres extrêmement isolantes. Donc il n'y a pas lieu de l'amélioration, elle sera difficile. Et de toute façon, les ABF ne permettra pas de toucher à l'haussmannien. Sur les autres pierres, on a cette possibilité-là, et souvent ça a été validé, notamment sur les cours intérieures pour l'haussmannien. Après, il y a la ventilation. Donc on peut améliorer l'immeuble, on peut améliorer la performance énergétique par l'isolation, la menuiserie, la toiture.
Donc il y a quand même des choses à faire. C'est vrai que c'est plus difficile d'aller chercher 35% d'économie d'énergie. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle la pierre de taille. La pierre de taille, c'est pas validé, mais ils sont suffisamment isolants. Annette, une remarque là sur l'haussmannien, oui. Oui, mais finalement, vous avez complété votre réponse, mais très souvent, la façade cour va pas être en pierre de taille, à part dans certains quartiers, mais du coup, on va quand même pouvoir intervenir même avec de l'isolation sur de l'haussmannien. Ok. Alors, dans les innovations, très souvent, alors, puisqu'on parle des ABF, il y a des points bloquants, c'est les briques. Alors, les briques, pareil, les industriels ont pas mal évolué. Là, il y a des principes avec des pochoirs. Voilà, donc on a réalisé des chantiers avec des pochoirs pour reprendre l'imitation brique. Voilà, c'est un trompe-l'œil, mais là, par exemple, un secteur ABF a choisi le roi, où la brique a toutes ses vertus. Eh bien, nous avons restitué la brique avec le pochoir. Et on a véritablement l'impression que c'est de la vraie brique. Validé par les ABF. Alors, également dans les innovations, les bardages. Les bardages, ils étaient surtout sur le marché du tertiaire et puis le marché des HLM. De plus en plus, ça arrive parce que les bardages ont énormément évolué. Il y a des bardages qui sont esthétiquement hyper intéressants. Simplement, il faut faire des carnets de détails. Nous, on se doit de faire des carnets de détails avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ossature. Vous voyez, les ossatures peuvent être extrêmement complexes. Ça, c'est sous le bardage. Voilà. Et donc, nous, on se doit de remettre des plans. Ça, c'est le service méthode qui s'en occupe. OK ? Et là, ça peut donner des choses, par exemple, en bardage, en biseauté. Là, c'est très sympa parce que ça fait, à la tombée de la nuit, c'est superbe. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est une résidence à la Courneuve. Et c'est juste à l'entrée. Après, tout le reste a été fait en isolation thermique classique. Voilà, on a également le bois. Voilà, isolant bois avec une ossature en bois, ça c'est un Nanterre. Voilà, ah oui, un point très important, mais je ne sais pas si la PC connaît. Un des sujets qui nous arrive souvent, c'est pour la partie des volets. Alors les volets avec des coffrets volants, le problème quand on décide de voter des coffrets volants, parce que c'est dans tous les sens, on veut améliorer. Nous, il faut savoir qu'on doit déposer les volets lorsqu'on fait la rénovation énergétique. Et la copro décide de dire, voilà, on fait à l'unisson, parce que ça va être du grand n'importe quoi, surtout si chacun a fait ce qu'il a voulu pendant 40 ans, eh bien, on fait à l'unisson. Et donc, on décide de poser les coffrets volants. Alors, les coffrets volants, le problème, c'est qu'on a une perte de lisibilité. Voilà, on perd de la lumière, puisque ça vient sur la fenêtre. Eh bien, pas tout à fait, parce que maintenant, il y a des nouveautés. Et il y a nos amis italiens de chez Alpac qui ont créé, alors moi je ne suis pas là pour faire de la publicité pour un ou l'autre, mais voilà, ça c'est une autre possibilité, parce que ça peut être bloquant pour un copropriétaire qui se dit, moi ça ne m'intéresse pas de perdre de la luminosité chez moi. Ça peut se comprendre, surtout si on est exposé nord. Eh bien, on a des systèmes qui viennent se poser, alors soit le volet à l'intérieur de l'appartement, soit au-dessus de la baie. Et là, on n'a aucune perte de lisibilité. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement à Montbrison. Voilà. Et là, ça nous donne ceci. Alors, on marque le fait, voilà, vous avez pendant et après. Donc ça vaut le coup d'être pensé. Et voilà. Voilà, donc, il y en aura d'autres, mais effectivement, pour l'instant, j'ai trouvé les
plus sympa, en tout cas pour un copropriétaire. Donc je dirais deux choses aux copropriétaires. Il y a des possibilités pour vos balcons, ne vous stressez pas pour les balcons. Il y a deux possibilités, d'avoir des isolants plus fins, des garde-corps déportés. Donc on va récupérer les 15 cm que vous perdez. Et puis sur le principe du coffret voulant, parce que je recommande vraiment de faire voter les coffrets pour tout le monde, parce que je vous assure que ça fait vraiment bizarre une fois que la façade est toute neuve, que chacun ait un volet différent. Et là, justement, il y a cette possibilité de ne pas perdre de luminosité. Oui, donc ça peut être, Annette, ça peut être un frein, ça, sur les copropriétaires qui se disent, OK, bon, on fait une rénovation globale, parce qu'on le voit souvent comme un confort, une amélioration, mais il y en a certains qui peuvent le voir comme pas un confort, bien au contraire, avec les balcons et la luminosité. Est-ce que ça arrive ? Oui, c'est deux problématiques qu'on entend beaucoup, la question des balcons et de la perte de luminosité. Donc oui, notre rôle, c'est de les rassurer à ce sujet. Voilà, donc il y a des solutions qui existent. Alors je prends quelques questions comme ça au pied levé. C'est aussi, on pose la question de tout ce qui est isolation acoustique. Est-ce qu'on fait un double geste en même temps qu'on fait l'isolation thermique ? Complètement. Ça modifie l'acoustique du bâtiment ? La laine de roche et la laine de bois améliorent l'acoustique considérablement. Et tous les copropriétaires nous le confirment. Donc ça veut dire que ça aussi, les services méthodes, il faut venir en amont, en fonction du DTG. Ça a été révélé, j'imagine, au niveau du DTG. C'est deux choses différentes, Xavier. En fait, c'est le fait de poser un isolant, à la base, on le fait pourquoi ? On le fait pour faire des économies d'énergie. En réalité, quand vous faites une rénovation globale, il n'y a pas que ça. Le fait de poser un isolant, mécaniquement, on a une meilleure protection également au chaud. Alors c'est important quand on voit les chaleurs qu'il y a actuellement. Donc on a une meilleure protection du chaud. On a également une protection acoustique. Mais je voudrais aussi dire quand même qu'on améliore l'esthétique, bien sûr, puisqu'on recrée une qualification architecturale, mais surtout on rescanne complètement le bâtiment, parce qu'on lui fait un IRM complet. C'est-à-dire, on a parlé de réglementation incendie, il y a le plomb, on règle le problématique de l'amiante, on règle également le problème de la structure, parce qu'il faut savoir quand même ce qu'on ne regardait pas lorsqu'on faisait un simple ravalement, et qu'on ne regarde pas forcément, c'est les balcons qui sont au Château-Branlant. Or, lorsqu'on fait de la rénovation énergétique, on est obligé de régler le problème structurel. Il n'y a plus de garde-corps qui chavirent ou des balcons qui sont plus sécures. Voilà, on est obligé de régler toutes ces problématiques-là. Et donc, c'est quand même une remise à neuf complète de l'immeuble, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, hein. Oui, donc finalement, ça s'est fait, cet état des lieux, grosso modo, lors du DTG. Il y a une question de Laurence en même temps pour vous, Annette. C'est quoi le caractère obligatoire du DTG ? Est-ce qu'on peut le rappeler ? J'imagine du point de vue réglementaire. Oui. Alors, le DTG n'est pas obligatoire pour les copropriétés. En revanche, il va contenir deux documents qui, eux, le sont. Donc, il y a le plan pluriannuel de travaux, qui est obligatoire déjà pour les plus grosses copropriétés de plus de 200 lots dès 2023. Et après, pour les autres, ce sera soit 2024, soit 2025. Et on a le DPE collectif, pareil, qui devra être réalisé par toutes les copropriétés. Et donc là, ça s'échelonne de 2024 à 2026. Voilà, donc il comprend ces éléments. Et c'est ça, donc le DTG, il n'est pas obligatoire, mais évidemment, il est indispensable pour mener une rénovation globale. Pour une copropriété qui n'aurait jamais fait de diagnostic, nous, on oriente plutôt vers un DTG. Par contre, il y a une obligation de le mettre au vote en AG, hein, non ? C'est pas ça ? Oui, s'il y avait une obligation qui date un petit peu maintenant, peut-être 2017, 2020. J'ai plus la date exactement, okay. Mais voilà. Donc on continue. Vous vouliez dire autre chose, Annette, hein, non ? Vous y avait une remarque Oui, sur la question du bruit. Au niveau du DTG, encore une fois, ça peut être intégré au questionnaire, donc de voir un peu les nuisances que peuvent subir les occupants de la copropriété. Après, on ne va pas plus, comme son nom l'indique, on est dans l'étape du diagnostic, donc un état des lieux, mais on n'est pas direct dans les solutions.
Juste avant de passer à Giovanni, on va parler chauffage maintenant, parce qu'on a isolé, on va parler chauffage. Et on a vu toutes les innovations qu'il peut y avoir, les nouveautés qu'il peut y avoir merci Eric, sur le chauffage. Sur les immeubles haussmanniens, là, je voulais poser une question sur l'IRVE. Est-ce qu'il y a parce qu'on voit là, c'est compliqué au niveau isolation. Est-ce qu'au niveau bande de recharge, comment on fait quand on est dans un immeuble RVE? Là, il n'y a pas de parking souvent sur les immeubles haussmanniens. Alors, c'est souvent des cas où on a très peu de lots de parking qui peuvent être situés principalement en cours intérieur. Donc, ce que nous on constate, c'est souvent des petits parkings 10-15 places où là, le sujet arrive aussi. Mais on n'a pas trop de difficultés à le traiter pour peu que la copropriété soit assez claire sur ce qu'elle veut faire, notamment sur sa capacité ou sa volonté de couvrir ou pas l'investissement. Et est-ce qu'il peut y avoir des systèmes où on se branche dans la rue ou non? Parce que là, on devient sur l'espace public. Là, oui, sur la rue, il y a, en haussmannien, donc dans Paris, il y a un réseau de recharge public. Il y a des parkings privés ou publics qui sont aussi équipés. Là, dans le contexte d'avoir sa place privative au sein de la cour de l'immeuble haussmannien équipé, ça se traite de la même manière que n'importe quel autre site. Alors, Giovanni Monti pour Fulgoni, effectivement, on arrive sur la chaufferie. On a compris quand même qu'il fallait mieux faire le chauffage après avoir fait l'isolation. Parce que ça permet d'avoir, si j'ai bien compris, de dimensionner une chaufferie correctement. Mais aujourd'hui, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir des chaufferies qui ne soient pas connectées? En tout cas, ça va être votre sujet là maintenant, parce que ça permet de développer plein de services et de piloter son chauffage, j'imagine, beaucoup mieux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans un monde connecté, mais fait extraordinaire. En tertiaire, on a déjà franchi le pas. En individuel, chaudière individuelle, tous les prestataires ont mis des applications de connectivité, mais pas dans l'habitat collectif, ou très peu. Et ça, je trouve que c'est un vrai handicap. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir comme d'antan. On va vous donner la zapette. Qu'est-ce qui garde la zapette? Pourquoi c'est un handicap? Parce que dans le temps, quand on avait un contrat de maintenance avec une entreprise, on avait ce qu'on appelait un 8 ou un 12 visites, c'est-à-dire que le technicien passait une fois par mois vérifier ses installations. Or, si on veut être performant, on ne peut plus raisonner comme ça. Il faut avoir une supervision quotidienne de la chaufferie, d'autant qu'on a des disparités de température extérieure, donc il faut absolument piloter de façon quotidienne une surveillance quotidienne de la chaufferie pour optimiser, et je vous en reparlerai d'ailleurs, des différentes formules qu'on peut utiliser pour optimiser les consommations. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est à la fois innovant sans l'être, parce que les process, on les connaît, et l'avantage du système que nous avons mis en place chez nous, c'est que l'intelligence qui est dans l'automate est vraiment dédiée à votre chaufferie. Ce n'est pas quelque chose qui est très généraliste, comme le font certains industriels, mais là, le logiciel est déterminant par rapport à votre chaufferie. Pourquoi on a essayé d'avancer sur la connectivité? Parce qu'en fait, il y a 5 enjeux très importants qui, à mon sens, sont à tenir compte. D'abord, bien sûr, il y a l'aspect économique. Compte tenu du coût de l'énergie aujourd'hui, il est un fait évident qu'il faut optimiser la consommation énergétique, tout en assurant un confort pour les copropriétaires, bien évidemment. On ne néglige pas le confort par rapport aux économies. Il y a aussi l'empreinte écologique, c'est-à-dire que là aussi, on a une réglementation qui devient de plus en plus drastique pour les gaz à effet de serre, pour l'empreinte carbone. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Ça va dans le mouvement de tout ce qui est mis en place sur la réglementation, sur l'efficacité énergétique. Et puis à Paris, on a un gros problème, c'est la circulation.
Ça vaut dans toutes les grandes agglomérations, j'imagine, françaises. Tout Hein. à Ça fait. serait Bon, à on Toulouse, va parler de Lyon. Paris. On va parler de Paris parce que ça nous impacte le plus, mais on en est tous conscients. Aujourd'hui, la mobilité devient vraiment un problème. Alors, tant pour se rendre sur le site que pour stationner. Et par conséquent, ça nuit à la réactivité de l'exploitant. C'est-à-dire que quand vous avez une panne, ben vous appelez l'exploitant va réagir peut-être 2 à 4 heures plus tard. Alors que grâce à la connectivité, on peut réagir immédiatement. Et puis également, comme le temps, c'est un facteur coûteux pour l'entreprise et pour la copropriété, donc l'optimisation du temps grâce à la connectivité. Alors comment ça se présente techniquement ? Ça passe bien évidemment le mieux pour une chaufferie rénovée, parce qu'on pourrait connecter une chaufferie existante, bien évidemment, mais c'est un coût supplémentaire puisque tout ce qui est dans la chaufferie n'est pas connectable dans une chaufferie existante. Par contre, quand on rénove, tout le matériel qu'on met en place aujourd'hui est connectable. Donc vous avez sur la deuxième photo, dans l'armoire électrique, on va y installer un automate, un modem, et puis derrière ça, il va y avoir un certain nombre de sondes. Alors des sondes qui vont être en chaufferie pour piloter la régulation, mais également on peut ce qu'on appelle trianguler le bâtiment, c'est-à-dire mettre des sondes d'ambiance connectées à différents points stratégiques du bâtiment pour permettre d'avoir une homogénéité de la température dans l'ensemble du bâtiment. Alors bien entendu, il y a un impact si les gens n'ont pas les fenêtres isolées, si le bâtiment en lui-même n'est pas isolé. Bon, bien sûr, ça a un impact. Mais au moins, on a une capacité d'uniformiser la distribution du chauffage. Associé à ça, bien évidemment, il faudra équilibrer le réseau, le nettoyer, le rendre plus performant et avoir du matériel, bien entendu, en chaufferie beaucoup plus performant. Ah, là, ça ne marche pas. Ah, voilà, il a été trop vite. Il y en a deux qui ont pris d'un seul coup. Benjamin, peut-être. Il ne faut pas aller trop vite Voilà. parce que sinon le système. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça représente dans une armoire électrique de chaufferie. Et comme vous le voyez sur la gauche, le schéma d'implantation va permettre à l'automate de piloter un certain nombre d'éléments. La vanne de régulation, tenir compte des sondes de départ et de retour, tenir compte également des paramétrages de pompe. Donc tout ça, c'est du matériel qui est installé en chaufferie et qui permet le pilotage de l'installation. Ah bon, voilà, merci. Alors en fait, la connectivité, elle a deux fonctionnalités. La première, elle peut faire que du relevé de température, des mesures. Ça donne des alarmes, mais c'est pas optimum. L'important de la connectivité, c'est de pouvoir faire une action directe sur la régulation pour corriger les valeurs, pour les optimiser, pour analyser vraiment l'origine d'une panne ou l'origine d'un défaut. Donc l'avantage du système, c'est que le technicien, il a ce schéma de principe sur sa tablette. Quand il a une alerte, il voit tout de suite où est le défaut. Et s'il ne peut pas le corriger à distance, au moins il sait pourquoi il va à la chaufferie. Et s'il faut un matériel dédié, eh bien il se le procure et il y va directement. Ça évite des déplacements inutiles, des allers-retours, parce qu'il ne s'est pas rendu compte du type de panne. Donc là, vous avez un schéma de principe, et si vous regardez bien sur votre droite, vous avez ce qu'on appelle des widgets qui nous permettent de modifier une courbe de température, d'agir sur une pompe de circulation. Vous voyez, on a marche, arrêt automatique. Donc autant d'éléments que nous pourrions avoir sur une armoire de chaufferie,
Mais là, on l'a en virtuel et on agit de la même manière. Et comme vous le voyez sur le schéma de principe, vous avez les températures qui s'affichent, les températures de consigne. Donc le technicien, il est parfaitement armé pour savoir comment fonctionne votre installation. Comme on le dit, un bâtiment qui consomme moins d'énergie, il y a un impact sur son empreinte écologique. C'est ce vers quoi on tend. Bien évidemment, on a parlé que quand il y a une rénovation globale, c'est mieux d'y intégrer la chaufferie, parce que là, on va aussi optimiser sur les puissances. Mais déjà, une rénovation de chaufferie dans le cadre actuel, c'est déjà un apport d'économie évident. Pourquoi ? Parce que les générateurs sont déjà beaucoup plus performants en matière de rendement. On peut aussi se raccorder sur le réseau de chaleur de la ville de Paris, ou d'une autre ville si il en existe. Et on peut toujours avoir ce système de connexion, bien évidemment, sur cette typologie de sous-station, CPCU ou autre. Donc c'est tout à fait compatible. On peut même pousser l'argument plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi piloter des centrales d'air. Donc en fait, tout dépend le process. C'est à nous d'y mettre l'intelligence qui convient à l'installation que vous avez. Voilà, ça c'est la diapo de fin avec vos coordonnées. Mais alors moi j'avais une question, c'est parce que on va arriver sur la période de chauffe. D'habitude, c'est à quel moment qu'on met en chauffe les bâtiments en France? C'est à Paris. C'est la grande question. En fait, est-ce qu'il y a réglementairement, il y a une obligation réglementaire? Non. Il y a eu une réglementation dans les années 70, lors de la première crise pétrolière. On avait défini que l'allumage se faisait au 15 octobre et l'extinction au 15 avril. Aujourd'hui, on n'en est malheureusement plus là. Et puis, les gens attendent un petit peu la vague de froid. Alors, ça pose un gros problème pour les exploitants de chauffage parce que les demandes se font en masse et on n'a pas toujours la réactivité. Ça, c'est une chose. Alors, nous, ce qu'on a mis en place, par exemple, cette année, c'est d'étudier avec les copropriétés soit une anticipation, c'est-à-dire que, comme tenu des performances de régulation, on peut mettre en chauffe dès maintenant, la régulation fait le reste, puisqu'elle ne va pas réagir vu la douceur du temps, ou alors de différer l'allumage. Voilà, en sachant qu'on est quand même aujourd'hui en région parisienne sur ce que j'appellerais moi une demi-saison plutôt qu'une vraie saison hivernale. On n'a que quelques jours de grand froid sur Paris, donc d'optimiser à ce moment-là, de différer les allumages et de couper peut-être au mois d'avril. Oui, donc ça c'est plus facile, j'imagine, avec une chaufferie connectée, parce que aussi finalement c'était on/off. Bon, là, ce qui n'est plus tout à fait le cas avec les chaufferies connectées, j'imagine, on peut piloter ça. Et puis il y a aussi cette météo, c'est-à-dire qu'il y a une vague de froid et puis 2 jours après il fait beau, donc on a besoin de moins de chauffer. Ça, vous pouvez gérer plus facilement et anticiper la manière dont on va chauffer avec l'inertie thermique du bâtiment et la météo. Alors, très bien, ça montre que tu as bien écouté ce que j'avais présenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une application avec Météo France sur l'anticipation météo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le matin, quand il fait frais, l'installation fonctionne et vous savez bien pertinemment que vers midi, les températures se rehaussent, mais le bâtiment, lui, il réagit à midi parce que la température a augmenté à ce moment-là. Eh bien, avec l'anticipation météo... C'est ça, c'est que la capteur de température sur un système classique, là, mais c'est pour faire comprendre à tout le monde, le capteur de température dit « Ah ben, il fait chaud, et donc j'arrête le chauffage ». Mais en vérité, c'est trop tard. Eh oui, absolument. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe, c'est-à-dire que si on sait, par exemple, 3 heures avant que la température va remonter, eh bien, on va commencer à ralentir la demande de chauffe pour justement arriver à un confort nettement meilleur d'ailleurs, puisque là on va tenir compte de l'inertie du bâtiment et on va tenir compte aussi des variations météo. Mais donc, là c'est de l'économie assurée. Donc pour mettre ça en place, il y a des calculs, j'imagine, à faire, et en fonction de l'inertie du bâtiment, et donc ça c'est l'installation que vous mettez en place. Et donc il y avait une question de coût, puisque c'est... Finalement, est-ce que ça coûte plus cher d'avoir une chaufferie connectée et est-ce que ça fait gagner de l'argent, finalement, des consommations d'énergie ? Ça coûte plus. Quand on fait une rénovation, ça ne coûte pas plus cher.
parce que c'est 2% du prix de la rénovation qui va se mettre dans la connectivité. Après, si on connecte une installation déjà existante, oui, c'est un surcoût, mais ça évite un certain nombre de déplacements, ça évite beaucoup de choses, et ça permet aussi de bien comprendre le fonctionnement de l'installation. Et si on peut réduire de façon significative les consommations d'énergie, je pense qu'on a tout gagné sur l'investissement. Voilà, donc ça c'est à prévoir. J'ai une petite question également, qui est peut-être hors sujet. Bon, allez, j'en ai deux. Mais je te la pose quand même. Parce que là, c'est une question sur le chauffage au sol. Est-ce que c'est un sujet que tu connais? Et là, c'était plutôt une question de chauffage électrique au sol, parce que j'imagine qu'il peut y avoir plusieurs systèmes. C'est des tuyaux d'eau chaude qui passent dans le sol ou des... Alors, le chauffage électrique au sol, ce sont des nappes électriques qui sont noyées dans la dalle béton. Donc, elles sont pilotées par souvent un thermostat qui va on-off, quelque part. Là, on va alimenter ou on n'alimente pas. Ça, c'est un process. Après, il y a le chauffage au sol thermique, où là, on a de l'eau chaude qui circule dans le sol. Alors, les installations anciennes des années 50, c'est un chauffage qui est quand même avec des consignes très élevées, puisqu'on est sur un maximum de 52 degrés, alors que maintenant, on est plus sur des chauffages à basse température, à 32 degrés maximum. Donc, mais c'est tout à fait pilotable également. Oui, donc il faut mettre des chaussons obligatoirement, j'ai compris, quand sur les anciens chauffages, parce que c'est trop chaud, sinon on se brûle de la plante des pieds. C'est pour ça que les gens se plaignaient des jambes lourdes. Une question également pour Annette. Allez. Je ne comprends pas pourquoi le syndic de mon immeuble nous incite à rejeter la résolution du DTG à chaque année en AG. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi est-ce que le syndic dit non, on va pas, il faut voter contre? Malheureusement, ça arrive. Je pense tout simplement des syndics qui sont un peu réfractaires à la rénovation globale, tout simplement. Parce que ça va être plus de travail pour eux. Après, on peut estimer qu'à long terme, c'est moins de travail parce que le bâtiment est en meilleur état. Mais oui, ça peut être tout simplement un syndic qui n'est pas prêt à se lancer sur ce sujet. On va y revenir, on reparlera peut-être du DTG. Bastien, allez, on continue sur ce tour d'horizon. Merci Giovanni là, pour la partie chaufferie, puis on aura les questions du public. Donc là, on va parler effectivement un nouveau service. Tout le monde en entend parler, là c'est 2035. Là, en ce moment, à la télé, je ne sais pas si vous écoutez la télé ou la radio, peu importe les médias qu'on écoute, il y a les voitures électriques, les Chinois qui vont nous vendre des véhicules électriques, l'industrie en France sur l'IRVE. Bon, on parle beaucoup, je ne parle pas d'IRVE, mais on parle beaucoup de véhicules électriques, parce que 2035, fin du véhicule thermique. Et donc, effectivement, il faut mettre en place des systèmes pour recharger le véhicule chez soi. Et donc ça, c'est le sujet que vous allez développer. Alors je voulais faire juste une petite boutade pour commencer. C'est que on a tous été dans des maisons cet été, et donc c'est moi qui paye l'énergie maintenant. Quand les amis sont venus à la maison, c'est moi qui payais l'énergie pour les amis qui viennent chez toi, parce qu'avant, tu sais, ils allaient à la station-service pour recharger leur voiture. Aujourd'hui, ils rechargent chez toi, et donc ça coûte un petit peu d'argent. Il doit y avoir des solutions, j'imagine. Oui, il y a des choses qui permettent effectivement de compter là aussi et de pouvoir demander la petite note à ses amis. Mais effectivement, vous avez raison, le véhicule électrique est depuis quelques années et assez fortement cette année, dans un contexte de coût d'énergie qui augmente, est devenu un bon marronnier que les médias aiment bien traiter. Alors, on le traite, de mon point de vue, assez mal, puisque on le traite sur le cas d'usage, à savoir la grosse borne, grosse, chère, rapide sur autoroute, qui est nécessaire, mais qui n'est là que pour, en moyenne, 10% des usages des gens. Aujourd'hui, que ça soit hier, aujourd'hui, demain, en France ou en Europe, 90% des recharges ont lieu et auront lieu sur 2 lieux, chez soi et au parking de l'entreprise, sur son lieu de travail. Voilà, donc c'est ça, donc il faut équiper le chez-soi pour pouvoir faire cette recharge. C'est l'endroit qui est un des meilleurs, et j'espère vous en convaincre, vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui. Pourquoi c'est le meilleur avant de rentrer dans cet agenda, c'est parce que
en général, dans 100% des cas, là que le coût de recharge est le moins cher. Ça, un endroit où on a déjà prévu d'aller, on n'a pas besoin de faire un détour pour aller à une station, qu'elle soit service ou de recharge. Donc c'est plutôt complètement efficace. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous proposer ce petit agenda, vous dire quelques mots sur qui nous sommes, récapituler en complément de ce qui a été dit par Xavier sur pourquoi cela s'inscrit pile poil dans l'agenda du jour, à savoir la rénovation, les nouveaux services. Quelques définitions et enjeux pour vous donner quelques clés de lecture, je l'espère, qui peuvent vous aider à faire vos choix et structurer vos projets. Donc Bornes Recharge Service, on est un installateur et un opérateur de bornes de recharge. On a été créé en 2012, donc on a 11 ans d'expérience. On a une expertise qui est centrée sur l'habitat collectif, donc auprès des copropriétés, mais également des bailleurs. On est membre d'associations professionnelles type l'AVEM, l'AVER, l'AFOR, et on travaille à travers un contrat de concession avec le premier bailleur de France, qui est CDC Habitat, pour lequel on a été retenu pour être l'entité qui déploie les infrastructures de recharge pendant 20 ans. Donc pourquoi, du point de vue de Bornes Recharge Service, la mobilité électrique et la recharge, ça s'inclut complètement dans le thème de la rénovation des nouveaux services, puisque, comme on le disait précédemment, le véhicule électrique est en constante progression, 21% de part de marché sur les ventes de véhicules neufs au mois de juillet. On a par ailleurs les coûts de l'essence et du gasoil qui augmentent. On a une réglementation locale et internationale qui concrètement ont fait le choix que la mobilité individuelle de demain serait électrique. Ça se traduit par différentes choses, donc j'en ai cité deux ici, donc l'entrée en vigueur des zones à faible émission. Donc la zone à faible émission n'entraîne pas mécaniquement un passage au véhicule électrique, mais quand on doit agir sur la qualité de l'air, il y aura de grandes chances qu'il y ait un volet sur réduire les émissions liées au transport, et donc on revient à ce moment-là sur le véhicule électrique. Et puis il y a effectivement une interdiction de vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035. Et de l'autre côté, on a en France, donc on a mis copropriété, mais c'est copropriété et habitat collectif en général, on a quasiment la moitié de la population qui habite en habitat collectif. Et en habitat collectif, on a 7 millions de places de parking. Donc à la conjugaison des deux, se retrouve ce besoin d'équipement pour permettre à chacun de passer au véhicule électrique. Donc les équipements qui nous intéressent sont de titres. On est principalement sur un prééquipement électrique, donc des chemins de câbles, un ou des points de livraison d'énergie, des armoires. Donc ils sont catégorisés ici en deux types, ce qu'on a appelé en jaune la partie primaire, ou un équipement collectif. Donc là c'est le circuit électrique, donc encore une fois un compteur d'énergie, un ou des tableaux, des chemins de câbles qui vont permettre de mailler un parking pour mettre chaque place de parking à une distance de câble de quelques dizaines de mètres, qui permettra demain à chacun, quand il sera prêt, de faire l'équipement de ce qui est en bleu à gauche, donc la partie secondaire, donc à savoir sa borne, son câble d'alimentation qui est relié à circuit principal. Donc là, on touche aussi quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment. C'est que dans un projet de recharge en habitat collectif, il y a deux niveaux de projet. Il y a le qu'est-ce qu'on fait en équipement collectif maintenant ou demain, qui permettra demain à chaque résident de faire son pas à lui au moment où lui il sera prêt et de mettre ses équipements privatifs. Quels sont les enjeux en fait en copropriété sur ces équipements? Donc, est-ce qu'il y a besoin ou pas d'une infrastructure collective? Donc, ce qu'on a vu sur la page précédente, c'est donc là, on peut rebondir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin d'un équipement collectif dans une petite cour de 5-10 places sur un parking haussmannien? C'est pas forcément nécessaire s'il y a un point de livraison qui est déjà dimensionné correctement et qu'il n'y a pas beaucoup de demande. Il n'est pas forcément nécessaire de faire un investissement lourd.
Et les deux autres questions fortes, structurantes, qui vont se poser, c'est cet équipement collectif, qui le couvre, qui porte ce coût. Est-ce que c'est la copropriété? Est-ce que la copropriété est prête à investir? Ou est-ce qu'elle n'est pas prête à investir? Et si elle n'est pas prête à investir, la question qui se pose, c'est comment ce coût est ventilé? Est-ce qu'il est répercuté donc, sur les copropriétaires dans leurs charges ou sur les résidents qui vont vouloir utiliser le service? Donc, ce qui m'amène à parler un peu de financement, c'est-à-dire que sur la recharge de véhicules électriques, contrairement à ce qu'on peut nous laisser entendre, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut interpréter, il n'y a pas de solution gratuite. Il n'y a rien de gratuit. Il y a des mécanismes qui permettent de structurer des projets avec des portages financiers, mais il n'y a absolument rien de gratuit. Donc les 3 grands types de financement qu'on peut avoir, c'est de vous le résumer ici. Soit on a un financement direct du projet par la copropriété au travers un vote à l'Assemblée générale. Donc là, ça rend possible tous les projets. C'est plutôt un mode de déploiement qui est retenu sur des petits parkings. Au-delà que ce soit la taille du parking, c'est plutôt lié à la typologie de l'habitat. Ça va être des parkings où les gens se connaissent. Sur des parkings qui sont plus gros, plus impersonnels, c'est pas forcément au-delà du coup le schéma retenu puisque les gens se connaissent moins et n'ont pas eu la discussion entre eux. 2 autres schémas sont possibles. Le financement peut être assuré par un opérateur. Donc l'opérateur, lui, il a, comme je disais précédemment, il n'est pas altruiste non plus. Hein, il vit là pour travailler, pour gagner sa vie. Donc lui pourra vous proposer des montages où l'équipement est à sa charge, mais c'est son équipement exclusif. C'est-à-dire que derrière, pour installer une borne ou pour utiliser le service, il faudra absolument passer par lui. Et donc, partir sur une solution comme ça, c'est aussi faire le choix que chaque résident ne justement puisse pas faire son choix et doivent être contraints à passer par cette solution. Il y a une autre typologie à travers un mécanisme qui s'appelle Logivolt, qui est un mécanisme déployé par la Banque des Territoires, d'avoir un financement de l'équipement collectif par Logivolt justement, et eux vont pas répercuter le coût au copropriétaire, mais uniquement à l'utilisateur. Donc, il n'y a pas de meilleur schéma qu'un autre. Mais pour revenir à ce que présentait Annette sur les étapes d'un projet, il faut se poser les questions en amont. Il y a un certain nombre de critères qui semblent importants d'étudier pour justement définir quelle est la bonne solution. Donc pour aller un peu plus dans le détail que de la page précédente, parmi les questions qu'il faut se poser, il y a celle-ci, c'est qui va investir dans l'équipement collectif? Est-ce que c'est un opérateur? Est-ce que c'est la copropriété? Est-ce que c'est un organisme de financement tel que Logivolt? Ou est-ce qu'on passe par une solution avec des Linky partout par le gestionnaire du réseau de distribution? Ce choix-là, déjà, après, implique donc le qui paye. Quand la copropriété investit, il y a une certaine égalité, puisque tout le monde va payer la même chose, mais ça veut aussi dire qu'on va faire payer, on va demander aux gens qui ne sont pas nécessairement utilisateurs, et ils ne sont pas utilisateurs maintenant, ils le seront peut-être jamais, ils le seront peut-être dans 24 mois quand ils auront changé de voiture, de payer. Avec un portage financier tel que par Logivolt, le mécanisme est fait pour que ce soit les premiers demandeurs qui payent pour tous. C'est-à-dire que dans leur schéma, entre 20 et 30% des résidents, qui sont les premiers à s'équiper, vont supporter tout le coût de l'infrastructure. L'autre point important qui va influer sur les coûts d'une manière ou d'une autre, c'est le dimensionnement électrique de l'équipement. Aujourd'hui, c'est très rarement dimensionné pour avoir une puissance disponible pour l'ensemble des places de parking. Donc ça, c'est un point vraiment sur lequel être vigilant dans vos projets, puisque en fonction du taux d'équipement qu'il y aura dans le parking, la puissance qui aura été mise au départ pourrait, à un moment donné, ne pas être suffisante. Toute la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand. Si je prends le cas d'une métropole parisienne où il y a déjà une volonté annoncée, qui est déjà sous le schéma des ZFE, qui a déjà annoncé le fait de vouloir, 1, diminuer le nombre de véhicules, 2, que les véhicules qui restent soient électrifiés.
un projet avec une puissance qui permette de desservir 20% des places est probablement sous-dimensionné. Par contre, quand on va être dans une ville ou une copropriété qui va être, je dis toujours le centre de la France parce que je suis originaire de là-bas, peut-être que ce niveau de puissance sera suffisant. Mais c'est une question qu'il faut se poser. Deux autres questions importantes à prendre en compte, c'est en termes de gestion, qui gère ? La beauté de passer par des opérateurs, c'est qu'ils vont assurer le déploiement, qu'ils vont assurer l'entretien, la gestion au quotidien. Et dans la gestion au quotidien, il y a la maintenance, qui est limitée sur les équipements électriques, mais il y a aussi la répartition des consommations de chacun. Et ça, c'est aussi un boulot qui n'est pas forcément neutre. Et il y a des schémas où, en fait, la copro doit trouver sa solution elle-même pour faire ce comptage, qui peut être un sujet de discorde sur qui a consommé quoi au sein de... Consommation d'énergie, finalement, quand je me branche. Hein. Les kilowattheures, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ce n'est pas défini au préalable, et donc il faut dire comment on va payer l'énergie. En fait, c'est effectivement, la question, c'est comment on s'assure d'avoir compté l'énergie utilisée par chacun, et comment on s'assure que chacun de ces consommateurs va régler ce qu'il doit, en fait. Deux autres notions importantes, au-delà du coup, sont ce qu'on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est un grand mot sur lequel derrière se cache la capacité pour chacun des résidents de choisir son équipement à lui avec ses prestataires à lui, équipements qui seront raccordés à l'équipement collectif. Donc dans certains cas, certains schémas le rendent possible, d'autres non. Donc là aussi, soyez vigilants, puisque il y a quand même écrit liberté, égalité, fraternité sur les frontons de nos mairies, et donc il y a la liberté de chacun à disposer de ce qu'il veut dans son espace privatif. C'est quelque chose qui est inscrit dans un certain nombre de lois, et notamment dans le code de l'habitat et de la construction. Et puis pour revenir à la question de la puissance, je l'ai évoqué un petit peu, l'évolutivité est un critère important, c'est-à-dire que si on a mal dimensionné sa puissance au départ, à un moment donné, si le taux de pénétration du véhicule électrique augmente, vous pourrez être amené à devoir remettre de la puissance. Donc ça veut dire trouver quelqu'un qui va réinvestir. Et dans certains schémas, le réinvestissement ne va pas être possible. Le J-Volt notamment ne le permet pas. Et puis une copropriété qui a déjà voté un budget pour ça aura peut-être moyennement envie de remettre au pot pour étendre l'équipement. Évidemment, on est sur un sujet qui est pris en compte par les pouvoirs publics, et donc un certain nombre de dispositifs d'aide et de financement ont été imaginés. Donc il y a évidemment un système de bonus-malus sur les véhicules pour l'achat, et sur les équipements de recharge, il y a plusieurs dispositifs. Le premier étant un certificat d'économie d'énergie qui s'appelle Advenir, qui permet à la fois de financer une partie de l'installation privative, dans la limite de 960 € par borne, et une partie de l'équipement collectif dans la limite de 8 000 €. Depuis cet été, la fourniture et la pose de ces équipements, tant privatifs que collectifs, sont éligibles à une TVA réduite de 5,5%, quel que soit l'âge de l'immeuble. Avant, c'était pour les immeubles de plus de 2 ans. Maintenant, c'est valable également pour les immeubles qui sont neufs. Après ces deux mécanismes, il y a pour chaque particulier à titre individuel le reliquat de ce qui n'a pas été transféré dans ma prime rénov, donc le CITE, le crédit d'impôt pour la transition écologique, qui vous permet de récupérer lors de votre déclaration d'impôt 300 € pour l'achat de votre borne. Et puis enfin, au niveau local et régional, il peut y avoir des aides tant pour les bornes individuelles que pour l'infrastructure collective, avec des mécanismes de soutien par les villes, par les régions qui sont à votre disposition. Voilà. Et les bornes de recherche avec ces équipes sont à votre disposition sur nos réseaux sociaux et lors de salons qui ont lieu à Nantes et à Paris d'ici la fin de l'année. Je vous remercie.
Voilà, merci pour cette présentation. Alors, ce qu'on retient, Bastien, c'est, finalement, si j'ai bien compris, c'est quand même, il y a toute une discussion à mener en amont avant de se lancer dans un projet pour bien étudier qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va aller. Et il y a une étude finalement à faire. Ouais, en général, il y a deux typologies de projets. Soit on a un résident qui a un véhicule électrique ou qui planifie d'en avoir et lui dit au sein de la copropriété, je veux me recharger moi. Et il n'a pas forcément conscience de tous les enjeux. En général, maintenant, ça provoque la discussion sur OK, ce premier résident veut se recharger. Quitte à prendre le sujet, prenons-le entièrement et réfléchissons à ce qu'il nous faudra aujourd'hui et demain pour que le plus grand nombre puisse se recharger et pour effectivement être efficace et traiter le sujet une fois. On a aussi à l'inverse des sites où il n'y a pas forcément de demande. On est toujours un peu sur l'œuf ou la poule qui arrive en premier à la borne. Oui, parce que c'est ça, j'achète ma voiture, mais où est-ce que je vais me recharger? Ou alors je commence par installer l'infrastructure et puis après je vais aller pour la voiture. Il y a les deux démarches, hein, c'est un peu à discrétion de chacun. Et donc on a aussi des cas où il n'y a pas de résident qui a un véhicule électrique. Par contre, la copropriété, plus ou moins poussée par son syndic, peut être amenée à se poser la question. Et là, le point de vigilance, c'est qu'il faut vraiment réconcilier les attentes de ces trois catégories. Puisque le syndic, pour être trivial, lui, ce qu'il souhaite, c'est avoir un équipement avec un comptage d'énergie séparé, donc un contrat d'énergie qui ne soit pas géré par la copropriété, plutôt pris par un opérateur, pour ne pas avoir lieu à gérer demain la répartition de l'énergie et pas générer sur le travail supplémentaire. Pour un conseil syndical, les enjeux sont plutôt de ne pas offrir les recharges, donc que chacun paye ce qu'il consomme, et dans un certain nombre de cas, de ne pas avoir un investissement à porter. Et la troisième entité en jeu, c'est l'utilisateur, où lui, son besoin premier, c'est de se recharger et de savoir combien ça va lui coûter pour mettre sa borne et combien va lui coûter son énergie, en fait. Et donc, il faut vraiment imaginer des projets qui prennent en compte ces trois dimensions, puisque il y a un certain nombre de cas où on a imaginé des projets sans qu'il y ait de demande, donc ça répondait aux besoins de ces deux premières catégories, et quand un utilisateur ou quelqu'un qui considérait adopter un véhicule électrique qui s'est renseigné, le coût pour lui ne lui convenait pas, donc en fait on est dans des cas où tout le monde peut perdre, puisque les utilisateurs ne vont pas prendre le schéma qui a été retenu, donc c'est-à-dire qu'il faudra remettre le sujet à un moment donné sur l'ouvrage et repartir du début, quoi. Ouais, alors donc du coup, c'est un projet un peu au long cours. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une étude, il y a une discussion à mener ensemble, ça se vote en AG. Donc, entre le moment où il y a cette première sensibilisation et le moment où on installe les bornes, il se passe combien de temps alors par expérience? Il peut se passer entre 12 et 18 mois. C'est ça, c'est à peu près l'échelle de grandeur en termes de temps? Oui. Alors les deux éléments les plus structurants sont effectivement le rythme de passage en AG, puisque si on arrive entre deux AG, on a ce temps qui est dédié à la préparation du projet, mais qui ne nous fait pas avancer. Et puis le second temps de passage qui est structurant, c'est l'intervention du GRD pour la pose, le cas échéant, Alors, GRD, il faut le gestionnaire du réseau de distribution électrique, donc pour être trivial, Enedis, qui va installer un point de livraison d'électricité, donc un compteur Linky, pour être encore une fois trivial. Ouais. Ils ont une obligation là en termes de service et de rapidité, non? Ils ont des délais qui sont définis par la loi, qui sont de l'ordre de 3 mois pour vous fournir un devis et 6 mois pour installer le point de livraison une fois que le devis a été accepté. Donc selon les cas, ils sont potentiellement, ça c'est leur limite maximum autorisée par la loi, définie par la loi. Ils sont dans certains cas plus rapides, mais là aussi c'est pas très homogène. Alors on voit les besoins là, et puis j'avais une question aussi de Nathalie, mais on voit les besoins qui sont colossaux là en termes d'équipement de parking. Finalement, c'est quoi le conseil qu'on peut donner? C'est de tout de suite se lancer dans son projet pour dire prenez le temps de réfléchir et puis de mettre en place une solution qui ira à tout le monde? Le bon conseil ou la bonne pratique, c'est effectivement de réfléchir au projet et
et de se faire accompagner, de conseiller, de consulter les professionnels pour justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer ici, prendre en compte toutes les dimensions et choisir les solutions qui conviennent le mieux aux besoins de la copropriété, parce qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, elles ont toutes des avantages, des inconvénients. Ce qui est important, c'est de réaliser dans quoi on s'embarque. Oui, puis il faut que vous arriviez aussi à suivre, à déployer, parce que c'est du travail après derrière d'arriver à déployer. La question se pose d'ailleurs sur l'ITE, sur le chauffage. C'est est-ce qu'aujourd'hui, face à ces projets de rénovation énergétique, on voit comment on accélère, hein, il y a des aides, Annette en parler. Est-ce que les entreprises arrivent à suivre sur les projets qui leur sont proposés ? On arrive à suivre, ce qui nécessite aussi un certain nombre d'adaptations de notre part sur notre organisation, notre niveau de staffing. Mais le point un peu crucial reste un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, à savoir prendre le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants, puisque on a encore pas mal de cas. Les deux extrêmes, de toute façon, c'est impossible d'avoir une borne de recharge en habitat collectif. Et l'autre extrême, c'est j'ai ma voiture vendredi, installez-moi ma borne jeudi. C'est pas possible. C'est-à-dire que un certain nombre de personnes n'ont pas du tout en tête les durées, les temps moyens qu'il faut pour déployer ces solutions. Donc il faut l'anticiper, mais il faut réfléchir à quelle est la solution qui va être la mieux en fonction de la taille de la copro et en fonction de ce que souhaite ou pas la copropriété. Et Eric, les entreprises qui font l'ITE, elles arrivent à répondre aux besoins là, de rénovation énergétique qui sont colossaux ? Alors, les besoins, ils sont colossaux, mais comme je le disais lors de la présentation, l'important, c'est la préparation. Tout est important, mais la préparation, elle est essentielle. Et lorsque on reçoit un ordre de service, on discute du délai de démarrage, la date de démarrage bien avant. Il y a la date de démarrage souhaitée et puis celle qui sera effective. Alors tout dépend des périodes, parce qu'en réalité, on constate deux choses, c'est que tout le monde veut démarrer en septembre ou en janvier. Donc effectivement, il y a des embouteillages. Ouais. Donc tout ça, ça se gère. Quoi qu'il en soit, une entreprise a besoin d'un mois de préparation pour démarrer, avant de démarrer quoi que ce soit. Oui, d'un mois de préparation, mais ça, c'est dans la mesure où après, ça se cale dans un planning avec d'autres chantiers. Donc j'imagine que c'est beaucoup plus que ça en termes d'anticipation pour vous, non ? Oui, l'anticipation, elle est de 2-3 mois. C'est à peu près 3 mois suivant les périodes, et puis un mois de prépa. Là, par exemple, on reçoit des ordres de service, nous sommes en septembre. Oui, pour janvier, si on veut que ça démarre en janvier, il faut nous envoyer les ordres de service en septembre. Puis ça dépend oui. J'imagine, de la taille du projet aussi. Tout s'organise, mais aujourd'hui, on est là. Ouais. Il y avait une question, Jean-Pierre, pour la partie chauffage. Pouvez-vous parler des nouvelles chaudières gaz, compte tenu des dernières dispositions évoquées par l'exécutif ? Alors, est-ce que ça te parle, ça vous parle ? Il y a des obligations, des changements réglementaires ? Le souci, tu parlais tout à l'heure de l'ampleur de la prestation de rénovation de chaufferie. Oui, ça reste un marché très, très ouvert. Le problème, c'est que je pense que la communication qui est faite autour de tout ça n'est pas cohérente. Et tout le monde s'y perd. On nous dit que le gaz va disparaître. C'est une aberration monumentale. On nous dit de privilégier les réseaux de chaleur, c'est très bien. Sauf que Paris, par exemple, ne serait-ce que pour Paris, la couverture des réseaux de chaleur ne se fait pas sur tous les arrondissements. On nous parle de l'électricité. OK, on n'est pas en capacité de s'auto-alimenter en électricité. Donc, je veux dire, il faut être raisonnable et raisonné sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la chaudière gaz, certes, elle a beaucoup chuté à cause de cette mauvaise information, mais la filière gaz continuera d'évoluer, notamment avec le gros programme où l'État, justement, investit énormément sur la méthanisation. Voilà, ça fait partie du projet et la chaudière gaz continuera d'exister.
Oui, je suis allé voir d'ailleurs un méthaniseur, hein, qui était, c'est le gros projet industriel, effectivement, sur lequel on injecte finalement du gaz dans le réseau. Donc, au niveau de l'énergie aussi sur les parties IRVE, finalement, est-ce que vous avez fait un calcul en disant ce que je payais avant avec le pétrole ou le gasoil ou l'essence, et puis voilà ce que je vais payer avec l'énergie électrique. Est-ce que ça va coûter plus cher aux copropriétaires ou moins cher? Et puis il a un investissement en termes sur son infrastructure également. Alors à l'utilisation, le calcul il est assez simple, hein, avec un litre d'essence ou de gasoil à 2 euros comparé à 1 kWh qu'on va prendre chez soi, qui va être dans un prix variant entre 20 et 25 centimes. On est en train de dire que rouler 100 km au véhicule électrique, c'est de l'ordre de 3 euros. Donc en fait, le gain versus véhicule thermique, ce serait combien? C'est plutôt va être autour, alors ça va dépendre de la consommation, mais sur un ordre de prix qui va être largement au-dessus de 10. Ouais. Donc un facteur 3, on peut dire comme ça. 3 et 4, oui, probablement. Ouais. Donc en fait, on est en train de dire que pour quelqu'un qui va rouler même peu, donc 6000 km par an, donc 500 km par mois, le gain il est déjà non négligeable et va couvrir tout ou partie de l'investissement dans l'équipement assez rapidement. Donc il faut regarder finalement son passage au véhicule électrique avec cette notion de coût global, l'acquisition du véhicule, l'acquisition du système de recharge, ce qu'on va économiser à l'utilisation sur l'énergie et puis sur l'entretien du véhicule qui lui aussi nécessite moins d'argent, puisque de manière très triviale, on freine moins avec un véhicule électrique. On va utiliser le frein moteur plus, donc on va moins taper dans les pneus, on va moins taper dans les plaquettes. En termes de véhicules, sur le véhicule électrique, en termes de comptage de l'énergie, alors vous proposez dans votre solution, parce qu'il y avait plusieurs solutions, c'est vous qui facturez directement le copropriétaire? Alors nous, on agit comme un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on a la capacité de savoir quelle est la consommation faite sur chaque borne. Et après, on va aller adresser ces relevés de consommation à nos utilisateurs. On va transformer ça en euros en fonction du prix du kilowattheure qui est en vigueur dans la résidence. Donc le contrat d'énergie peut être pris soit par nous, soit par la copropriété. Et puis, quand il est pris par la copropriété, on va informer la copropriété à travers son gestionnaire des sommes qui sont dues par chacun, et on va les prélever chez l'utilisateur et les transmettre au syndicat de copropriétaires. Voilà, donc c'est vous qui faites ce travail-là de comptage finalement de l'énergie. De comptage de l'énergie, et puis d'aller déplacer les sommes d'argent qui s'y a à faire pour que ça soit une expérience qui soit très simple et très convaincante et sans prise de tête, si je puis dire, pour tant la copro que pour l'utilisateur, puisque on va lui faire son relevé, on va l'informer et on va faire les prélèvements, on va bouger l'argent pour lui, ce qui fait qu'il a juste à se brancher. Alors, Nathalie pose une question. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour une copro qui n'a qu'un seul parking extérieur? Alors, sur les parkings, les copropriétés qui ont un parking extérieur, Elle précise que cette installation est très peu aidée. Alors, est-ce que c'est le cas? Alors, c'est pas qu'elle est peu aidée, c'est qu'elle n'est pas plus aidée que les autres, ouais. Alors que son coût est probablement plus important. Pourquoi un parking extérieur est un coût plus important? Puisque en parking souterrain, on peut s'appuyer sur des chemins de câbles existants ou sur des murs pour mettre des nouveaux chemins de câbles. Quand en parking extérieur, il est assez probable qu'il faille ouvrir la voirie, faire des travaux de génie civil. Et donc ces travaux coûtent plus cher. Donc là, les solutions qui sont disponibles pour une copropriété qui a un parking extérieur sont de deux ordres. Soit la copropriété a un projet de refaire l'enrobé du parking, et là c'est le bon moment, quitte à ouvrir le parking, pour en profiter pour passer des fourreaux et des plots béton qui permettront de mettre des pieds avec des bornes de main et de passer des câbles électriques. Soit il y a une autre solution qui va consister, quand les places sur ce parking ne sont pas nominatives,
à avoir une ou des bornes qui sont en usage partagé entre les résidents. Ah, c'est des bornes qui sont partagées entre les utilisateurs. Mais alors du coup, quand je me connecte, j'ai une carte pour déclarer... Exactement, là, un opérateur tel que nous est capable de vous dire qui a utilisé à quel moment la borne et de encore adresser les bonnes consommations aux bons utilisateurs. Voilà, bon, donc il y a un peu toutes les solutions qu'on peut avoir. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que dans la salle, je vois qu'il y a du public aussi dans la salle, il y a des questions sur nos sujets, nouveaux services? Voilà, il y a monsieur on va vous passer le micro. On va attraper un micro et puis on va faire comme ça le public va entendre. Peut-être vous présenter Oui, bonjour, Patrick de Carnet, Société Dame Pilote. Je reviens vers vous, monsieur des bornes électriques. Vous avez parlé de facturation. Or, on sait que vous dites tiers de confiance. Or, nous sommes, confrontés à ce problème dans un autre domaine, dans le domaine du comptage. Et à partir du moment où on commence à prélever de l'argent chez les gens, puisque vous êtes tiers de confiance, sur quelle base de comptage quelle base de comptage avez-vous? Est-ce que c'est sur le compteur Linky ou sur vos propres compteurs? Alors, j'ai envie de dire les deux, c'est-à-dire qu'il y a un compteur Linky sur lequel il y a l'ensemble de la consommation de tous les éléments qui ont été connectés en aval du compteur, mais il y a un compteur MID dans chacune des bornes. Et un compteur MID. MID, ça veut dire quoi? Alors MID, c'est un acronyme dont je serais incapable de vous dire de tête, mais ça sous-entend c'est une norme d'homologation européenne de l'équipement qui justifie qu'il compte correctement. Voilà, donc on a les deux finalement, c'est Linky. Il y a le Linky qui va agréger toutes les consommateurs électriques qui sont connectés derrière lui. Et donc on peut avoir cette lecture-là, et on a aussi la consommation au niveau de chaque borne. Chaque borne a son propre compteur. Ouais. Et donc là, c'est normalisé, j'imagine, oui, parce que vu les enjeux. Annette, est-ce que les bornes de recharge électrique, là on a parlé bornes de recharge électrique, on a parlé terrasse, balcon, en tout cas gain de surface, on a parlé chaufferie. Aujourd'hui, les copropriétaires, ils reviennent vers vous. C'est quoi leur demande? Oui, ils reviennent vers nous quand ils ont déjà fait une rénovation énergétique et qui souhaitent maintenant s'atteler au sujet de l'électrification de leur parking. Leur question, ça va être quelles solutions existent, quels sont les financements, voilà, des sujets assez classiques, ou comment pouvez-vous nous mettre en relation avec des professionnels. Donc ça, c'est des questions auxquelles on peut tout à fait répondre. Et oui, c'est un sujet qu'on voit beaucoup. Moi, comme je m'occupe du 13e arrondissement, où il y a beaucoup de grosses copropriétés, on a pas mal ce sujet qui arrive. Et c'est une difficulté aussi pour les copropriétaires, parce que finalement... Déjà, la rénovation énergétique, ce n'était pas un petit sujet, il fallait comprendre. Maintenant, on a les chaufferies connectées aussi. Il faut comprendre aussi, c'est des automates, vous voyez, il y a tout un lexique et des logiques à comprendre à chaque fois. Et puis maintenant, il y a aussi les bornes de recharge électrique. Donc, est-ce que les présidents de conseils syndicaux, ils arrivent à suivre tout ça, ou il faut dire, non, on prend un assistant maîtrise d'ouvrage qui va vous accompagner pour mettre en place toutes ces solutions? C'est votre rôle, peut-être? Il y a le micro qui est coupé. Ouais, ça y est. Oui. En tête d'une copropriété qui aurait pris un AMO pour ce sujet des parkings. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça me demande une montée en compétence du conseil syndical. Et très souvent, dans les conseils syndicaux, il y a une personne référente par thématique. Donc ça demande une organisation interne de la copropriété. Et je sais, on voit sur les conférences quand on fait, les petites copropriétés se plaignent aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'à la fois... ça coûte plus cher au lot, et puis elles sont un peu oubliées sur les travaux parce que finalement il y a moins de rentabilité sur les petites copropriétés. Les entreprises vont plutôt sur des choses, des chantiers plus importants. Est-ce que vous arrivez à massifier aussi la rénovation énergétique et la rénovation sur les petites copropriétés? De plus en plus, oui. C'est vrai que c'était pas les premières à s'engager vers une rénovation. Mais aujourd'hui, petit à petit, le nombre de logements moyens des copropriétés qu'on accompagne, il diminue avec le temps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, oui, il y a la question des coûts qui reste présente. C'est le cas dès la phase de DTG, où rapporté au nombre de logements, ça va revenir à plus cher.
Ouais. Et donc là, on essaye d'accompagner aussi les professionnels pour réduire les coûts d'émission. Ah oui. Voilà, alors on a un petit jeu, là je vais reprendre la zapette. Tout le monde, mais les gens Alors, il y a des petites diapos d'explication. Alors, ce dont on va parler là, je vous fais un petit cours, c'est la vitesse effective de déplacement. Alors, vous voyez en ville, pour se déplacer à vélo, on se déplace à 15 km/h en moyenne, en voiture à 14 km/h, bon vous savez pourquoi, parce qu'il y a les embouteillages et tout ça. Mais la vitesse effective de déplacement, c'est encore une autre notion, ça c'est la vitesse instantanée, hein. C'est-à-dire, je me déplace à 15 km/h. Mais la vitesse effective de déplacement, c'est qu'on compte dans le temps, non plus que le temps de déplacement, mais aussi le temps de travail nécessaire pour avoir payé le déplacement. C'est-à-dire que quand tu fais 1 kilomètre, en vérité, bon, tu as un temps pour faire ce kilomètre, vous avez un temps pour faire ce kilomètre, mais vous avez un temps en amont pour avoir payé ce kilomètre, pour payer l'essence, pour payer la voiture, pour payer le vélo, bon, enfin ça dépend de l'usage que vous faites. Et donc c'est ça la vitesse effective de déplacement. Est-ce que vous comprenez ça? Alors on va faire un premier calcul. Vitesse effective pour une voiture qui fait 10 km en 15 minutes. Alors si on fait 10 km en 15 minutes, c'est ce qu'on fait en moyenne en France, hein. Donc là, je vous ai donné des chiffres moyens, à la fois sur la voiture et sur le vélo. Donc quand on fait 10 000 km en 15 minutes, ça fait une vitesse compteur, donc la vitesse que vous voyez au compteur, qui est de 40 km/h. Ce qui n'est pas le cas en ville, hein. En ville, vous êtes moins que ça, vous avez vu la diapo précédente. Quand on compte un coût de déplacement, ça c'est pour les véhicules, le coût de déplacement, c'est 38 centimes au kilomètre, 0,38 € au kilomètre. Ça, c'est valable pour les véhicules thermiques, et donc il faudrait refaire le calcul pour les véhicules électriques. Quand on compte un coût de travail de 12 € par heure, ça c'est un tarif moyen aussi qui a été pris, donc ça fait un temps de travail de 19 minutes. C'est-à-dire que pour faire ces 10 km, en vérité, là il y a une petite erreur, hein, pour faire ces 10 km, c'est 15 plus 19, ça fait 29. Vous avez compris? C'est-à-dire que j'ai dû travailler 19 minutes. Non, c'est 10 plus 19, ça fait 29. J'ai dû travailler 29 minutes pour faire ce déplacement. Alors, quand on refait le calcul, ça fait quoi comme vitesse effective de déplacement? Vous voyez que, en vérité, pour faire 40 km, je vais avoir travaillé environ 1 heure. Nécessairement. Donc la vitesse effective pour une voiture, et là c'est le quiz. Donc il va 40 km/h. Quand on refait tout ce calcul avec le temps de travail qui est nécessaire, la vitesse effective, est-ce que c'est... Alors il faut que vous notiez, hein, c'est 10 km/h, 51 km/h, 17 km/h ou 31 km/h. Je vous laisse noter, dépêchez-vous les réponses parce que vous avez... Alors ce que je ne vous ai pas dit, le caout, c'est réponse. C'est plus vite on répond, voilà. Plus vite on répond, plus on gagne de points, et mieux on répond, il faut bien sûr que la réponse soit juste. Donc la vitesse effective de la voiture, effectivement, vous avez la bonne réponse, c'est 17,6 km/h. C'est-à-dire que, en vérité, quand on calcule le temps de travail nécessaire dans le temps de déplacement, en vérité, la voiture se déplace à 17,6 km/h. Je divise le nombre de kilomètres par le temps de déplacement et le temps de travail nécessaire pour payer ce déplacement. Alors, deuxième, là on va regarder les scores. C'est Léa qui tient la corde. Je ne sais pas si Léa est dans la salle. Et ensuite, Ben, vous avez compris que pour gagner, il faut vous répondre le plus vite et le mieux. Alors, on va faire le même calcul sur les vélos. Alors, le vélo, on fait en moyenne 5 km en 21,4 minutes. Ça, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que la vitesse compteur sur le vélo, c'est 14 km/h. Le coût de déplacement, c'est non plus 0,38. Vous avez vu tout à l'heure, c'est 0,13. Ça, c'est pour financer son déplacement à vélo. Ça coûte moins cher de payer le vélo parce que l'entretien du vélo est moins cher, mais on en achète. Le coût de travail, c'est 12 € de l'heure. Bon, ça fait un peu... Mais le temps de travail, du coup, c'est beaucoup plus faible. C'est 0,65 minutes pour financer ce déplacement. Donc, on arrive à une durée de déplacement qui est de 21,4. Bon, voilà, ça fait 22. Et donc, quelle est la vitesse effective du vélo, sachant qu'on est à 14 km/h, donc ça va diminuer un petit peu cette vitesse réelle.
Et je vous laisse noter le plus rapidement possible. Voilà. Est-ce que c'est 12,2 km/h? Est-ce que c'est 24,4 km/h, 5,6 km/h ou 41,3 km/h? La vitesse effective du vélo. Voilà. Vous avez le résultat, c'est 12,2 km/h. On passe de 14 à 12,2. Et on va voir qui est-ce qui a gagné. Alors Léa reste toujours devant. Nathalie, elle a posé des questions, j'ai vu Nathalie, est bien remontée. Et il y a Ben qui est troisième. Et il va y avoir une dernière question qui va vous être posée. En France, il se vend plus de vélos que de voitures par an. Vrai ou faux? Je parle de vélos neufs et de voitures neuves, pardon. On vous laisse voter, pardon. Et là, vous voyez, c'est un parking, d'ailleurs, c'est Utrecht, en Europe du Nord, où il y a un parking vélo. Et ils ont fait des parkings. D'ailleurs, il doit y avoir des systèmes de bandes de recharge aussi pour les vélos. Comment on fait peut-être prendre un micro. C'est un vrai sujet aussi sur la recharge des équipements de mobilité douce, donc les vélos, les trottinettes. Où là, contrairement à la voiture, où c'est très normalisé, là, les chargeurs des équipements de mobilité douce ne le sont pas. Et donc, il y a des sujets sur la sécurité électrique notamment. Il y a déjà des villes, New York pour pas la citer, qui ont interdit certains lieux pour la recharge de ces équipements. Alors, on va voir là le résultat, les ventes de voitures. Alors, juste pour vous donner les chiffres, effectivement, ils se vendent 2,6 millions vélos par an et 2,2 millions de voitures neuves vendues par an. Donc, il y a beaucoup de vélos qui sont vendus. Et pour vous donner un autre chiffre comme ça, rapidement, c'est un vélo en moyenne, ça se vend 1 100 €. Et le budget pub d'une voiture, en moyenne, est de 1 500 €. Le budget pub de la voiture. Donc le budget pub de la voiture est plus élevé que la vente de vélo. Et donc vous avez vu comme c'est sensiblement égal en termes de vente. Il y a plus de budget pour financer la pub des voitures que pour acheter des vélos, pour résumer. Donc c'est pour ça que la filière vélo est aussi c'est difficile de développer une filière vélo parce qu'il y a un budget qui est associé aux voitures qui est très élevé. Alors le podium de tout ça, qu'est-ce que ça a donné? On va voir. C'est troisième, Muse deuxième et voilà. Qui est-ce qui gagne? C'est Léa qui arrive avec 2400 points qui a gagné. Alors c'était peut-être un peu compliqué sur les vitesses effectives, mais enfin c'est une notion que vous avez commencé à comprendre. Le premier qui a théorisé ça, c'était, vous le connaissez peut-être, c'est s'appelait Ivan Illich dans les années 70, parce que quand on faisait le calcul dans les années 70 sur les vitesses effectives, c'était la même chose sur le vélo que sur la voiture. Bon, maintenant la voiture a gagné un petit peu parce que les gens gagnent mieux leur vie et les voitures vont un peu plus vite. Mais dans les années 70, c'était sensiblement équivalent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près sur ce sujet d'innovation dans les copropriétés. On a à peu près tout dit. Alors, sur les voitures électriques, ça va encore diminuer, parce que finalement, ça coûte moins cher de rouler en électrique que de rouler en véhicule thermique. Oui, à l'usage, il n'y a pas photo. Je récapitule, 3 € d'un côté au 100 km, 10 ou plus de l'autre. Donc, même dès 500-600 km par mois, le coût total est à l'avantage du véhicule électrique. Voilà, ça c'était pour la dernière innovation. Voilà, on vous remercie tous et toutes, on peut les applaudir, les conférenciers.